Bonsoir à tous, éclairage cette semaine sur les Philippines, décryptage dans quelques instants avec notre invité, le père Michel de Gigord, prêtre des missions étrangères de Paris, qui a passé une vingtaine d'années à Mindanao. Mais l'actu des églises, c'est aussi le synode pour l'Amazonie qui aura lieu du 6 au 27 octobre à Rome. Nous entendrons Monseigneur Lafont, évêque de Cayenne en Guyane. Et puis nous aurons un écho de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel. Mais tout de suite, quelques éléments importants à connaître sur les Philippines. Les Philippines sont situées en Asie du Sud-Est, morcelées en 7000 îles. Ce pays compte environ 104 millions d'habitants selon la Banque mondiale. Mindanao, la deuxième plus grande île aux Philippines, est depuis près de 50 ans le théâtre d'un conflit entre l'armée philippine et les groupes extrémistes islamiques. Signe d'espoir, le 21 janvier dernier, un référendum historique a prévu la création d'une région autonome dans le cadre d'un processus de paix avec l'insurrection musulmane. Alors, on en reparlera. Côté religion, eh bien, environ 90% des Philippins sont chrétiens, dont 84% de catholiques. Il s'agit du plus grand pays catholique d'Asie. Les musulmans sont autour de 5%, les animistes 2,3% et les autres religions 1,6%. Tout de suite, on retrouve notre invité. Michel de Gigord, Père, bonsoir. Merci de nous avoir retrouvé le temps de cette émission. Alors, vous avez passé, vous, plus de 20 ans à Mindanao, au sud des Philippines, donc dans cette deuxième plus grande île du pays, des années entièrement consacrées au dialogue interreligieux. Vous étiez venu nous en parler déjà ici il y a quelques années. Alors, votre expérience, elle a été difficile. Pour resituer un petit peu le contexte, vous avez été kidnappé 2 fois, menacé de mort, et vous avez vraiment connu la violence, en particulier sous la dictature du président Marcos. Vous êtes rentré en France en 2001, où vous êtes prêtre dans la région de Dijon. À Dijon même. À Dijon même. Mmh. Et on va parler avec vous plus particulièrement aujourd'hui de la situation de Mindanao, là où vous avez vécu, qui a été aussi traversée par des actualités. Vous y êtes retourné il y a quelques mois, c'était au mois de septembre. Quel était le climat? Qu'est-ce que vous avez perçu, vous, sur place? Pour vous dire la vérité, je n'ai pas vu de choses qui dramatiquement changé. Je dis de façon un petit peu méchante peut-être par rapport aux Philippines. À chaque fois qu'on me demande comment vous avez trouvé les Philippines, je leur dis ni mieux ni pire. C'est un pays qui, justement, qui garde une infinité de problèmes énormes, mais qui malgré tout, envers et contre tout, une des plus grandes qualités des Philippins qui m'a toujours profondément frappé, c'est sa résilience. Une capacité de sortir de leur catastrophe, parce que les Philippines, c'est le pays qui a le plus grand nombre de catastrophes naturelles du monde, à part une petite île dans le Pacifique qui s'appelle Vanuatu, mais considéré comme le pays qui a le plus grand nombre de catastrophes naturelles du monde, plus des corruptions gigantesques, des conflits armés. Ils auraient tout pour se plaindre, et envers et contre tout, ils tiennent la route, ils marchent de l'avant. Moi, ils font mon admiration. Alors, il y a eu ce conflit qui a démarré dans les années 70 avec des musulmans qui ont pris les armes, qui revendiquaient une autonomie sur une terre qu'ils considèrent comme leur terre ancestrale. Je résume évidemment rapidement. Vous nous aviez parlé des racines de ce conflit quand vous étiez venu la dernière fois. Cette insurrection, elle a fait 150 000 victimes au fil des années. Pourquoi est-ce que cette guerre, elle a duré d'abord aussi longtemps ? Pas parce qu'elle remonte pas aux années 1970, elle remonte dès l'arrivée des chrétiens aux Philippines. Les musulmans sont arrivés avant les chrétiens. Voilà. C'était des petits groupes, mais n'empêche qu'ils étaient là avant les chrétiens. Vous nous faites remonter... Voilà, dès que les chrétiens sont arrivés, ça a tout de suite été une situation de conflit. Donc, si vous voulez, moi je ne vais pas revenir sur ce conflit-là, mais plus un conflit dure, plus il faut de temps pour le résoudre. Voilà. Et donc, il y a une énorme charge d'animosité. Alors, je parle là de la part des musulmans, par rapport aux chrétiens qu'ils ont vus comme des gens qui venaient les déranger sur un territoire où ils étaient présents avant eux. Voilà. Et donc, ça ne s'est jamais très, très bien passé. Jamais.
jamais. Mais c'est vrai que la date 1970 est une date très importante, parce que là, un jeune universitaire musulman du nom de Nour Missouari est entré en rébellion directe avec le gouvernement des Philippines. Et si vous voulez, c'était très nouveau. Et ça provoquait une longue série. C'est pas une guerre comme la guerre de 1940, mais de guerre de tranchées, etc. Mais si vous voulez, de façon très, très rapprochée, des incidents graves, des embuscades, Les chrétiens pris pour cible. Comment ? Les chrétiens pris pour cible. Les chrétiens pris pour cible, mais puis les chrétiens se sont bien défendus, et donc dans l'autre sens, les chrétiens ont répondu à ce qui se passait. Et donc, si vous voulez, une espèce d'animosité croissante à partir de l'année 1970, jusqu'à ce que, après bien des déboires, et en 1996, donc 26 ans après le début de cette rébellion, en 1996, Nour Missouari a signé avec le gouvernement des Philippines un accord qui... je ne veux pas être trop long, mais si vous voulez, là, je voudrais faire tout de suite une espèce de correction avec ce que je lis et entends souvent. On a l'impression que ce qui s'est passé là, ce référendum, c'est le seul acte ça touche toutes les Philippines. Alors, ça touche absolument pas toutes les Philippines. Ça ne touche même pas toute l'île de Mindanao qui est au sud, mais ça ne touche que 5 provinces sur l'île de Mindanao. Au Mindanao, il y a 18 provinces. Il y a une population d'environ peut-être 23-24 millions d'habitants à Mindanao à l'heure actuelle. Ça ne touche qu'à peine 5 millions de personnes. Alors, expliquez-nous justement, c'est quoi l'enjeu autour de ce référendum qui vient de se produire? Alors, si vous voulez, donc en 1996, voilà qu'on signe un accord entre la rébellion musulmane et le gouvernement, et se créent donc 5 provinces à majorité musulmane, auxquelles on accorde un certain degré d'autonomie. Et puis, ça n'a pas marché du tout. D'accord. Très, très, très vite, évidemment, le gouvernement des Philippines envoyait de très grosses sommes d'argent pour aider ces 5 provinces à monter. Et tout de suite, il y a eu une corruption gigantesque. Et en plus de ça, il y a eu une division parmi les musulmans. Tout ça a compliqué en fait le Tout ça processus. A compliqué, ça a fait ressurgir le conflit, et depuis donc les débuts des années 2000, les gouvernements successifs ont essayé de renouer le contact et de proposer des solutions. Là, donc, un référendum fin janvier qui a décidé d'une autonomie aussi pour une région particulière, du coup? Voilà. Alors, à la surprise totale et des Philippins et du monde international, le président Duterte a proposé de nouveau un accord avec les musulmans. Il les connaît mieux que les présidents, parce que lui, il vient de l'île de Mindanao. Et il a dans sa famille quelques liens avec des familles musulmanes. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il prend le côté de Mindanao plus que le côté des îles du Nord, qui ont toujours été gouvernées par des gens des îles du Nord. Et donc il a retravaillé avec les autorités musulmanes, en particulier avec le MILF, et ils se sont mis d'accord pour un référendum qui donc a eu lieu le 21 janvier, mais qui, peut-être je vous l'expliquerai, en fait ça a été un référendum à deux. Il y a une partie qui a été faite le 21 janvier et une autre le 6 février. Il y a une certaine importance là-dedans. Et à la surprise totale, moi je peux vous donner les chiffres, c'est quand même assez impressionnant. Donc ça ne concerne que les 5 régions qu'on avait appelées à cette époque-là les régions autonomes de la partie musulmane de Mindanao. Et là, on comprend que
5 régions. Je ne sais pas s'il faut les citer, mais voilà. Non. Mais en revanche, dites-nous, alors parce qu'il y avait des chrétiens dans cette histoire qui ont voté, quelle proportion de chrétiens Donc, dans ces 5 régions, toute la population a été amenée à voter. Voilà. Et quelle est la proportion chrétienne dans cette région dans cette région, très petite. On est entre 5%. 5%. Allez, pour tout, 5%. Voilà, il y a une province, il y en a un petit peu plus. Mais voilà, c'est une grande majorité musulmane. Hein. Mais tous les gens de ces 5 régions ont été appelés à voter. Il y a eu 87,8% de votants, donc ça veut dire que c'est quand même une énorme participation. Et là-dessus, 88, sur ceux qui ont voté, 88,5% ont voté pour l'autonomie, et puis donc en faveur, et 11,43% contre. Donc c'est un énorme succès, quoi. Un énorme succès. Les chrétiens, comment ils se sont positionnés? Est-ce qu'ils étaient favorables ou pas à ce que les musulmans aient plus d'autonomie? Alors c'est très divisé. Très, très, très divisé. Mais enfin, quand même, il est intéressant de noter que dans une des 5 régions qu'on appelle Maguindanao, et dont la capitale est une ville importante de Mindanao qui s'appelle Cotabato, et il y avait un archevêque qui vient de démissionner d'ailleurs maintenant, Monseigneur Quevedo. Lui, il a fait campagne pour l'autonomie, de façon ouverte, affichée. D'ailleurs, c'était très drôle parce que la maire de cette ville, qui était musulmane, elle a fait campagne contre. Tout ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a beaucoup d'histoires d'argent, mais pas pour Quevedo, il n'y a pas d'histoire d'argent. Lui, il avait incité les catholiques à voter pour arriver à une paix, en fait. Et ils ont gagné. Ils ont gagné à Cotabato. Jusqu'à maintenant, la région de Cotabato était autonome, mais pas la ville de Cotabato. Et maintenant, avec le dernier référendum, la ville de Cotabato a voté pour être dans l'autonomie. Donc un signe d'espoir. Il y a eu des événements qui ont suivi, qui ont peut-être assombri ce processus-là, si on arrive à établir un lien, peut-être pas. Il y a eu un attentat quelques jours après, le 27 janvier, contre la cathédrale de Jolo, donc capitale de l'île du même nom, qui est un petit peu au sud de Mindanao. Cet attentat a fait 18 morts, plus de 80 blessés. L'attaque revendiquée par l'organisation de l'État islamique a eu lieu lors d'une messe. Et au lendemain de l'attentat, l'aide à l'Église en détresse à Mindanao a été mobilisée pour soutenir les chrétiens. Son coordinateur Reynaldo Barnido, joint par téléphone par Inès Soulier, nous explique ce qui a été mis en place. On l'écoute. We are trying to raise funds to help them in 2 areas. One is in the rebuilding of the cathedral, which was badly damaged by the bombing. It will require a major repair. The second thing we plan to do to help them, because this is also the need they identified, is to help in the healing process of the Catholics there who were traumatized by the incident. We wanted to prioritize on the families of those who died during the bombing. So we are planning a series of trauma healing for those who were affected. Alors Père, il y a eu, quelques jours après cet attentat du 27 janvier, 3 jours plus tard, c'est une mosquée de Mindanao qui a été visée par une attaque à la grenade, faisant 2 victimes. Voilà, est-ce qu'on a pu établir un lien avec ce référendum ou non? Alors, tous les commentaires que j'ai lus sont extrêmement divers. Il y en a qui disent qu'il n'y a aucun lien entre le bombardement de la cathédrale de Jolo. Et il y en a qui disent qu'il y en a. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a un vrai lien. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est une grosse déception. Mais ça ne concerne que l'île de Jolo. Oui. Et dans cette île, il faut savoir de façon tout à fait curieuse que l'île de Jolo a voté contre l'autonomie. D'accord, oui. Donc, ce qui est très surprenant, puisqu'elle est à 99% c'est étonnant, musulmane. D'ailleurs. C'est étonnant. Alors ça s'explique un tout petit peu, je peux le dire très très vite, hein. C'est que c'est dans l'île de Jolo que l'ancien MNLF
l'ancien MNLF est dominateur dans l'île de Rollo, oui. alors que les autres régions, c'est le MILF. D'accord. Et donc, les MNLF, un petit peu, sont vexés de ne pas faire partie de ce grand procédé, de processus de réconciliation, et ils réagissent comme des petits adolescents. Donc, ils se sont opposés. Et ils se sont nous, on veut qu'on tienne compte de nous, et ils auraient donc bombardé la cathédrale de Rollo. Quant au petit incident de l'île, de la mosquée de Cotabato, c'est tellement petit qu'on pense que il ne faut pas vraiment y donner beaucoup d'importance. D'accord. En tout cas, c'est quand même une première étape, ce référendum. C'est vous qui connaissez bien la région, c'est un signe d'espoir pour l'avenir dans cette région qui est tourmentée. En tout cas, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est tout à fait extraordinaire. Jamais les accords qui avaient été signés entre le gouvernement de Manille et les musulmans, quels qu'ils soient, jamais n'avaient été aussi loin. Là, il s'agit d'une véritable autonomie. On est à la porte d'un véritable fédéralisme, une fédération à l'intérieur des Philippines. Et moi, je pense que c'est porteur d'une véritable, justement, espérance qu'enfin on va sortir de ce conflit et que cette île de Mindanao, qui est de loin la partie la plus riche à tout point de vue des Philippines, va pouvoir véritablement se développer et ça ne peut être que profitable pour eux. Et pour l'île de Manao et pour toutes les Philippines. Donc pour moi, il faut appuyer cette affaire-là. Alors on peut mettre ça au crédit du président Duterte, président qui aussi suscite des questions, en tout cas ici. On le surnomme facilement dans la presse le Donald Trump d'Asie. Alors il défraye la chronique, on entend des phrases, des déclarations un peu à l'emporte-pièce. Pourtant, il est très populaire aux Philippines. Comment est-ce que vous expliquez, vous, ce paradoxe ? Comme tous les gouvernements populistes que nous connaissons dans le monde. Ça fonctionne. Les Trump, les Salvini... les Roumanie, en Pologne, ils touchent la fibre des gens parce qu'ils se positionnent comme des gens très 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 proches du petit peuple, ils utilisent le même langage, et puis ils sont très nationalistes. Très, très, très nationaliste. Alors, on va s'opposer aux Américains et à la Chine. Et on est les Philippins. Ça vibre, ça vibre. Et comme il a un langage très grossier et s'habille de façon tout à fait extravagante, ça touche les petits. Les personnes. Et c'est pas comme les ministres de Manille avec des cravates et des vestes alors qu'ils crèvent de chaud, mais ils sont là en cravate. C'est un petit peu exagéré ce que je dis. Mais c'est ça, quand il est proche du peuple, quand même. Il est proche du peuple. Alors, il a critiqué les chrétiens, il n'a pas hésité à qualifier le Dieu des chrétiens de stupide, il a appelé à tuer les évêques, ces imbéciles qui ne servent à rien et ne font que critiquer. Bon, c'est quand même des mots extrêmement forts. Et la conférence des évêques des Philippines, finalement, elle a pris une réponse très tardive, il est quand même là depuis 2 ans et demi. Elle s'est exprimée, c'était fin janvier, il y a quelques semaines, avec une déclaration du président de l'épiscopat. Les évêques, donc, à travers cette déclaration, dénoncent la culture de la violence, s'interrogent aussi sur la politique de Duterte contre les trafiquants de drogue, avec effectivement des exécutions extrajudiciaires très très nombreuses. Alors, pourquoi si tard ? Voilà, c'est quoi l'attitude des évêques, enfin de l'Église, institution aux Philippines ? Je crois que l'Église a joué le jeu au départ. Donnons-lui une chance. Au lieu de commencer dès le départ, dès les premières remarques un peu idiotes de ce président et quelques actions étranges, les évêques philippins ont dit « laissons-lui le temps ». Voyons, essayons de comprendre qui est véritablement cet homme-là. Et le cardinal Tagle était très, très, très derrière cette position-là. Bon, puis après, c'est vrai qu'ils ont quand même tardé pas mal, mais avant cette déclaration du mois de janvier, ils avaient quand même dénoncé de façon extrêmement claire toute la politique sur les drogués, ces espèces d'assassinats systématiques. Il y a belle lurette que l'Église a commencé à attaquer ça.
Voilà, donc en ce moment, c'est vrai que l'épiscopat des Philippines est en train de j'ai envie de dire, de reprendre du poil de la bête. Et puis voilà. Mais vous voyez, je voudrais en profiter quand même. Je suis pas naïf, hein, je ne suis pas naïf, mais je pense quand même, jamais un homme est noir et blanc. Jamais. Ni Trump, ni les Salvini, il y a toujours des choses quand même qui sont positives. Et chez Duterte, il a fait quand même, là, depuis 3 ans qu'il est au pouvoir, il a fait des choses assez extraordinaires aux Philippines. Notamment auprès des pauvres. Hein. Auprès des pauvres. Il a rendu l'éducation libre. Libre. Il a rendu la santé libre. Aux Philippines, est né maintenant à sous Duterte, ce qui correspond, mais moins fort, hein, mais ce qui correspond en France à la sécurité sociale. L'éducation jusqu'à l'université est libre. Dans les écoles et les universités du gouvernement. On n'a jamais vu ça aux Philippines avant. Jamais. Et la troisième chose, la santé, l'éducation, il n'y a rien à faire. Il a fait du bon boulot à ce niveau-là. Et ce référendum qui est de nouveau un très grand espoir de paix pour les Philippines. Alors, je voudrais quand même aussi dire, est-ce que ce référendum va réussir? Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais donc on a voté pour le référendum, mais il ne sera mis en place que dans 2 ans. Voilà. Donc il peut se passer des choses d'ici là. Et il peut se passer énormément de choses d'ici là. Voilà. Alors, est-ce que ça va marcher? Moi, je pense qu'il faut véritablement souhaiter que ça marche, pour le bien des Philippines. Ce serait une bonne nouvelle, d'ailleurs, pour le monde entier. Voilà. Merci beaucoup, Père Michel de Gigord, pour votre éclairage sur ce qui se vit au sud des Philippines, à Mindanao. Évidemment, on va continuer à suivre avec attention la situation dans ce pays et dans cette région. On revient sur cette actualité, le synode sur l'Amazonie qui aura lieu du 6 au 27 octobre prochain à Rome. Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque de Cayenne, nous parle des défis qui touchent la Guyane. Il répondait par téléphone à Gabriel Kéry. Les défis sont multiples. Le premier, c'est la situation des Amérindiens eux-mêmes qui réclament depuis longtemps que la France adhère à la Charte des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ce que la France refuse de faire. Le deuxième, c'est que les Amérindiens de Guyane sont affrontés au problème de la terre, car leur relation coutumière à la terre n'est pas reconnue. Même si, à la suite des événements de 2017, l'État français a promis de rétrocéder aux communautés amérindiennes 400 000 hectares de terre, ce dont on ne sait pas trop comment ça va se faire, c'est un peu compliqué. Aussi au vu qu'il n'y a pas d'unité amérindienne. Il y a 6 ethnies amérindiennes qui sont dispersées sur l'ensemble du territoire, certaines sur le littoral et d'autres à l'intérieur, et qui n'ont jamais vécu comme une nation unie avec des structures interethniques ou intervillages. Donc c'est pour eux déjà un défi de s'unir, de se rassembler. Et donc dans cette réalité-là, la question de la terre est une question importante. La troisième question, c'est la question des rapports, naturellement, entre leur culture et leur histoire et la civilisation qu'a apporté l'État français, avec les distorsions que cela produit inévitablement, particulièrement entre les plus jeunes et puis les adultes, parce que la scolarisation a fait que les jeunes apprennent des choses que les parents ignorent et que tout ce que les parents savaient traditionnellement, l'art de survivre, la forêt, les plantes, les animaux, la pêche, la chasse, la vannerie, et la manière de construire leurs bâtiments, leurs maisons, tout cela est en train de disparaître. Le Sahel, au cœur de l'attention de l'Église, en 1984 fut créée la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel, impliquant 9 pays. Son but, informer, conseiller, mettre en œuvre des projets. Elle s'est réunie du 19 au 22 février au Sénégal à Dakar. Dans son communiqué final, la Fondation invite à la lutte contre la pauvreté et souligne l'importance du dialogue au sein des communautés en laissant la place à la jeunesse. Mais aussi dans ce contexte de forte insécurité, la Fondation a
a rappelé qu'elle devait rester un outil d'espoir au service de la paix. La lutte contre l'insécurité dans les pays du Sahel, poursuit le communiqué, ne saurait être réduite à une solution purement militaire, les causes profondes étant la pauvreté, le sentiment d'injustice, l'enclavement et l'abandon de certaines zones. Fin de citation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous, à mercredi prochain. Au revoir.